Alors on a affaire finalement avec vous au quatrième intervenant qui va nous porter, j'allais dire, peut-être dans une synthèse ou dans une ouverture, surtout que vous vouliez aborder, Joachim Nicolas, la question de la gouvernance en matière finalement d'algorithme, parce que vous parlez de, et c'est là-dessus que vous travaillez, hein, sur la gouvernance algorithmique. Je trouve que c'est un sujet important. C'est pas grave, moi je fais juste la jonction qui permet aux uns de retrouver leurs esprits, pour les crampes de retrouver un petit peu d'aisance à écrire et de donner la parole donc à Joachim Nicolas Herrera qui va intervenir maintenant. Voilà, donc je vais tenter cette synthèse, cette ouverture et même une invitation au voyage, puisque mon intervention va porter sur effectivement la gouvernance algorithmique telle qu'elle existe en Chine à travers le système de crédit social, pour tout mettre en français, qui est en train d'être mis en place et qui sera effectif en 2020. Donc j'interviens en tant que doctorant et mes recherches en fait se situent à l'intersection du droit et de l'anthropologie. Et je pense que c'est un des effets de la mondialisation que de chercher à remettre les choses en contexte et que ce contexte soit historique et géographique. Et mon objet d'étude, c'est en particulier la normativité telle qu'on l'a ici en France et en Occident, et le droit. Et pourquoi est-ce que finalement on se cramponne au droit lorsqu'on a des choses qu'on cherche à réguler, des problèmes que l'on cherche à résoudre. Et donc mon intervention porte sur la Chine avec ce double objectif de s'en servir comme d'un miroir, de voir ce qui se passe en Chine et de s'interroger finalement sur nos réactions par rapport à ce qu'on y observe et qu'est-ce que ces réactions révèlent sur nous-mêmes et éventuellement susciter des questions, des interrogations sur cet outil, cet instrument de régulation très occidental, j'essaierai de le montrer brièvement, qui est le droit. Et finalement, ça pose la question de son adaptabilité face à d'autres formes de normativité telles que la technologie. Donc je vais essayer de structurer en 4 parties pour que ce soit facile à suivre. Je parlerai très brièvement du système de crédit social chinois tel qu'il est présenté dans les textes chinois qui sont accessibles. Les Chinois n'ont rien à cacher, c'est accessible à tous en anglais, on peut le lire, comprendre. Deuxièmement, comment est-ce que ce gouvernement, par l'idéologie et par les algorithmes, correspond à une culture chinoise? Troisièmement, qu'est-ce que les réactions occidentales révèlent sur notre culture? Et je terminerai par une interrogation sur notre culture, quand il s'agit de la normativité, de la manière de réguler la société, c'est le droit, et est-ce qu'on a quelque chose d'adapté? Donc brièvement, qu'est-ce qui se passe en Chine? Il y a depuis quelques années une crise de confiance des classes moyennes chinoises qui se sont développées grâce à l'essor économique, et elles doutent en particulier de l'efficacité de la bureaucratie chinoise, du système de justice, de l'honnêteté des entreprises. Il y a eu beaucoup de cas de contamination de nourriture, notamment, qui choquent pas mal l'opinion. Et face à ça, le gouvernement chinois a tenté de répondre à la question à travers le cadre de la confiance, en disant finalement il y a une société qui commence à s'individualiser à l'occidental, et ça va contre les valeurs traditionnelles de confiance. Et donc ils mettent beaucoup d'efforts dans ce système de crédit social. Il y a aussi un autre intérêt pour le gouvernement chinois, c'est que c'est un formidable outil de pilotage économique. Parce que c'est donc basé, là je vais tenter de vous l'expliquer brièvement, c'est donc basé sur tous les systèmes de collecte de données existants. Donc on en a en France, ça a été détaillé. Les Chinois ont les mêmes. Tout ce qui est données de santé, données collectées par les agences étatiques. Et puis il y a tout ce qui est données collectées par les géants du web, donc l'équivalent des GAFAM. Et avec cette différence qu'ils coopèrent très facilement avec le gouvernement chinois, et donc le gouvernement chinois a accès à toutes ces données et tente d'en faire une base unifiée. L'innovation, c'est de créer un score, donc sur le modèle finalement du credit score américain. Enfin, les Chinois n'ont rien inventé, ils ont tout pris et ils font une synthèse un peu différente. Et l'idée, c'est en fonction des interactions, donc quelqu'un qui ne... Et ça, ce sont des exemples réels. Ce sont des exemples les exemples que je vais vous citer sont non seulement cités dans les textes, mais aussi
on peut les trouver dans la presse. Donc quelqu'un qui ne rend pas visite à ses parents âgés suffisamment souvent, quelqu'un qui a été mal poli, jette ses déchets dans la rue, tout ça, ce sont des choses qui sont prévues par le plan chinois, et ce sont des exemples qui choquent les Occidentaux. Et les conséquences, ce sont finalement de retirer toutes sortes d'avantages. Donc par exemple, impossibilité de réserver en ligne des billets d'avion pour certaines catégories de sièges, mais aussi pour certains trajets, billets de train, payer davantage de taxes. Donc il y a tout un système qui est mis en place qui peut se résumer très simplement récompenser la confiance et punir la rupture de la confiance. Donc ça se comprend. Donc ça, c'est brièvement la deuxième partie, parce que je ne suis pas spécialiste de la culture chinoise. J'ai simplement cherché à identifier ce qui pouvait m'intéresser pour expliquer de manière pertinente ce que j'observais. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il n'y a pas vraiment de droit en Chine. Il y a eu, donc, aux alentours du IIIe siècle avant Jésus-Christ, au moment où l'Empire chinois s'est formé, une sorte de débat entre les confucéens et les légistes, avec cette question, est-ce qu'il faut finalement réguler l'Empire à travers un système de loi impériale, comme ça s'est fait à Rome, ou est-ce que la vertu traditionnelle héritée de l'enseignement de Confucius doit suffire? Et c'est finalement cette deuxième option qui a prévalu. Les légistes ont perdu face aux tenants d'une harmonie sociale qui est finalement l'affaire de tous, et elle passe notamment par le respect de la tradition, de celui qui est supérieur dans la hiérarchie sociale, etc. Ce sont des choses qui sont finalement du sens commun, on en a tous déjà entendu parler, mais les situer dans l'histoire et voir qu'il y a eu en Chine un choix entre le droit et cette méthode alternative de régulation de la société, ça permet d'expliquer ce qu'on voit aujourd'hui, puisque finalement, déjà dans le plan chinois, on voit beaucoup d'allusions aux vertus traditionnelles, à l'harmonie sociale. On lit finalement Confucius de manière en filigrane et ça c'est frappant, les écrits du Parti communiste chinois, ce qui prouve aussi un retournement. Mais quand on observe la manière dont ça marche, effectivement, il s'agit bien dans la vie de tous les jours, de voir à travers les données la manière dont chacun se comporte, et est-ce qu'il se comporte de manière à préserver l'harmonie sociale ou non, et ensuite agir, punir ou récompenser. Ça s'explique très bien lorsqu'on regarde la culture chinoise. Si maintenant on s'intéresse à la réaction occidentale face à ce modèle alternatif, je pense qu'il suffit de lire The Economist, c'est assez représentatif. Il y a eu un gros article intitulé China invents the digital totalitarian state. Donc on n'hésite pas à parler de totalitarisme. À Sciences Po, on nous a en tout cas mis en garde contre l'utilisation abusive du terme totalitarisme. On nous a expliqué que c'était déjà discutable de comparer Allemagne nazie et URSS. Mais bon, essayons de le faire, voilà, parce que ça a un intérêt sans doute. Mais étendre ce concept à des choses finalement qui sont différentes et qui nous font peur, ça révèle quelque chose sur notre attitude. C'est simplement qu'on ne comprend pas ce qui se passe, on voit une utilisation des données qui nous fait peur, et puis surtout, ça vient s'opposer frontalement à des concepts qui sont fermement ancrés chez nous. Donc là, on a eu finalement l'occasion de les entendre, et je ne fais que citer finalement ce qui a été dit jusqu'ici: consentement, dignité de la personne, liberté. Et finalement, d'où viennent ces concepts? D'où viennent ces concepts? Est-ce que ce ne sont pas aussi des créations culturelles propres à l'Occident, dont le droit finalement se fait le miroir, et en décrivant les choses comme ça, il ordonne aussi de cette manière-là. Et j'ai oublié la vie privée. La vie privée qui est aussi un révélateur de l'évolution de l'Occident depuis le XVIIe siècle. On a l'apparition de l'individualisme. La société occidentale n'était pas organisée différemment des autres sociétés. Il n'y avait pas de concept d'individu, il y avait l'appartenance à un tout, et puis lentement mais sûrement le concept d'individu auquel se rattachent des libertés, des droits subjectifs est apparu.
Et tout ça, c'est nié finalement dans le contre-modèle chinois. Donc ça nous invite finalement, c'est ce que je vais faire dans cette quatrième partie, ce dernier point, à nous interroger finalement sur la relativité des valeurs que l'on cherche à protéger. Non pas qu'elles ne soient pas dignes d'être protégées, c'est différent, mais simplement s'interroger sur pourquoi avons-nous cet attachement viscéral, d'où vient-il, et finalement, que cherche-t-on in fine à protéger? Est-ce que ce sont des mots ou est-ce que ce sont des choses plus effectives telles que le vivre ensemble? Et dans ce cas-là, il semble que les Chinois ne méprisent pas le vivre ensemble non plus. Donc ça, c'est une première chose, les valeurs. Et la deuxième, c'est finalement l'avenir du droit. L'avenir du droit, parce que le droit, c'est une création occidentale. On le sent encore dans la racine latine du juriste, ius. Le ius, c'est quelque chose qui s'est détaché du fas à Rome. C'était le monopole des pontifes. On célébrait un mariage, on permettait une acquisition parce que on supposait que les dieux avaient donné leur assentiment, et puis petit à petit, ça s'est sécularisé, ça s'est rationalisé, c'est devenu une technique d'organisation de la société. Mais qu'est-ce que peut faire le droit finalement face à la technologie? Ça a été rappelé tout à l'heure. Il y a des choses créées par la technologie qui finalement sont d'une normativité supérieure au droit. Alors, d'un point de vue technique, c'est-à-dire qu'on peut écrire quelque chose dans un texte et il y aura toujours moyen de contourner, voire même ce sera impossible à mettre en place technologiquement, mais d'un point de vue plus fondamental, plus analytique sur ce qu'est la normativité. Je terminerai sur cet exemple parce que je pense qu'il est frappant et permet de bien comprendre finalement le rôle qui nous incombe, puisque la normativité, ce n'est jamais que la manière dont nous agissons par rapport à des représentations que nous avons. Jusqu'ici, on pourra dire qu'on s'est arrêté au feu rouge parce qu'on se disait c'est la loi, je respecte la loi. Ça, c'est la normativité juridique. Il y a aussi une forme de normativité économique qui est je m'arrête au feu rouge parce que j'ai peur de l'amende et parce que j'estime que l'utilité, le profit espéré de griller le feu rouge ne suffit pas à compenser le risque qu'il y ait un policier dans les parages multiplié par le montant de l'amende. Mais finalement, est-ce que une autre forme de normativité, ce ne serait pas une normativité technologique, algorithmique, dans le sens où on serait tellement dépendant de nos smartphones, du numérique, et que, par exemple, ça deviendrait une forme d'organisation telle que, pour gagner du temps, par exemple, le meilleur itinéraire nous serait indiqué, et là, on ne se soucierait plus du droit. C'est-à-dire que si l'application nous dit « continuez, ne vous arrêtez pas au feu », avec ce présupposé qui est tout dans la représentation, que l'application dit à celui qui est à côté de s'arrêter, et que nous, on peut passer, dans ce cas-là, on passera au feu rouge, et on l'aura fait par représentation du pouvoir de la technologie, et ce pouvoir serait supérieur au droit. Voilà. Et c'est intéressant parce que, finalement, le débat a toute sa valeur, reprend toute sa valeur, c'est une question de représentation, c'est lié à la manière dont on voit les choses, mais est-ce qu'on n'a pas, finalement, aujourd'hui des outils suffisamment performants pour que le droit n'ait plus son mot à dire? Merci. Là, c'est introduction à un colloque qui va durer une semaine. Il nous manque les juristes et toutes les différentes approches juridiques selon les pays. Mais en tous les cas, merci de nous avoir poussé dans nos situations les plus paradoxales. En tous les cas, ça va nourrir le débat.